général une exploitation semi-consciente d'un tas de choses qui ont été perçues ou mémorisées. Et on sait aussi que pour devenir un très bon joueur d'échecs, entre autres choses, il faut jouer beaucoup. Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Enfin, bref, Hubert Dreyfus s'en est servi pour dire on n'arrivera jamais à modéliser cette phase au cours de laquelle, finalement, la vraie compétence, la plus significative, a été engrangée. Et ce qui s'est passé, ben, vous le savez, on a maintenant, Roger, vous aussi, vous avez sur votre téléphone portable ou votre iPad un logiciel qui joue aux échecs, et c'est très énervant parce que, moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, dès que je me mets à des niveaux un peu élevés, je me fais massacrer tout le temps. C'est très énervant, il fait jamais de bêtises, l'ordinateur. Mais la stratégie qui a été adoptée pour développer les programmes, c'est extrêmement bourrin, c'est-à-dire qu'on y a mis des quantités et des quantités de parties mémorisées. Quand l'ordinateur se trouve dans une situation donnée, il va chercher dans son historique toutes les situations de jeu similaires. Il va chercher parmi elles la manière dont ça a abouti à la fin, et il va aller chercher parmi les coups disponibles celui qui le resitue dans une perspective de jeu gagnant à l'arrivée. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des milliers et des milliers de parties qui sont mémorisées. Donc, à partir du moment où on a résolu le problème de cette façon-là, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « mais ce n'est que par l'accumulation des connaissances et pas par un quelconque facteur lié à l'intelligence qu'on a résolu le problème ». Alors, du coup, on a commencé à dire « ben oui, mais ça marche, mais c'est pas intelligent ». Mais plus largement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathieu, plus largement, on a tendance à considérer qu'il existera une intelligence artificielle le jour où elle sera capable de faire quelque chose que seul un être humain est capable de faire. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a créé une intelligence artificielle capable de faire cette chose-là, logiquement, on ne considère plus qu'elle est intelligente. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue avec les animaux, notamment des singes auxquels on apprend à parler, mais qui ne maîtrisent pas le langage, puisqu'ils n'inventent pas d'énoncés? Et ils maîtrisent le langage des signes, au moins partiellement. Oui, mais est-ce qu'ils inventent des énoncés qu'on ne leur a pas appris? Ce que je sais dans ce domaine, c'est qu'ils peuvent inventer des énoncés, mais la limitation, c'est que ces énoncés ne concernent que le domaine extrêmement concret. C'est-à-dire qu'un singe est tout à fait capable de demander à ce qu'on mette 2 bananes du côté droit, par exemple. Mais il n'ira pas au-delà de ce qui concerne son environnement très physique, matériel et concret. Je crois que l'achoppement il est plutôt là, et dans la question de la généralisation, qui rejoint aussi la question du passage du concret à l'abstrait. Alors, vous le répéterez pas à mes chers collègues du domaine, mais ils le disent eux-mêmes quand on est entre 4 yeux, assez vite, ce concept d'intelligence artificielle a paru peu satisfaisant aux chercheurs. Ils ont essayé d'y travailler en le désignant autrement, parce que la définition de ce que c'est nous échappe trop, et qu'on n'arrive pas à en bâtir qui soit vraiment consensuelle et intéressante pour la diversité des communautés qui s'intéressent à la question. Mais on a quand même gardé ce terme pour vendre la recherche aux décideurs et aux politiques qui peuvent la financer. Parce que cette manière de l'exprimer a été très porteuse, et que la recherche, pour avancer, a besoin qu'on lui donne des postes et des moyens. Et donc, quelque part, il faut convaincre des non-spécialistes de son intérêt. Donc, en parler avec ce vocabulaire-là, c'était une manière d'en parler qui était intéressante pour l'armée, par exemple, pour le ministère de la Défense ou pour d'autres. Mais voilà, ça a permis à des tas d'équipes d'avoir des financements, d'avoir des postes, de pouvoir lancer des thèses et de continuer à travailler. Et le marketing de la recherche, c'est pas du tout la question qui va nous intéresser ici, mais c'est un sujet dont je discuterai volontiers en toute occasion avec qui veut.
c'est un vrai problème. Moi, les gens avec qui je travaille actuellement, c'est là qu'on va rejoindre ce que tu disais. Je travaille avec des chercheurs de ce domaine, si on veut, qui travaillent sur le web sémantique. Le web sémantique, c'est l'Internet intelligent, si vous voulez. Le web sémantique, est-ce que vous voulez que je vous l'explique de manière un peu plus précise? Oui, je vais. C'est pas si difficile comme concept. Tout ce qui se trouve dans l'espace Internet, que ce soit des programmes, des données, des fichiers de toutes sortes, des ressources très diverses, tout est décrit avec des métadonnées. Les métadonnées, c'est de l'information sur l'information qui dit en gros de quoi elle parle, à quoi elle sert, comment elle est codée, qui pourra l'exploiter, qui l'a créée. Voilà, c'est une description des ressources numériques. Le projet du web sémantique consiste à essayer de construire des descriptions de telle manière que toutes ces ressources puissent se reconnaître entre elles et se relier à chaque fois qu'on a besoin de les associer. Et en fait, cette thématique est très liée à un gros problème, une approche très importante pour l'informatique actuellement, qui est celle des systèmes multi-agents. Est-ce que vous avez envie que je vous parle des systèmes multi-agents? Ou peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est intéressant d'en parler. Si vous connaissez, je ne vais pas vous embêter. Les systèmes multi-agents, alors, l'exemple, je ne vais pas être original, tout le monde prend toujours le même exemple, ce qui est inquiétant d'ailleurs. Peut-être que ça veut dire que ce ne sera pas si généralisable que ça, si tout le monde prend toujours le même exemple. Mais l'exemple habituel des systèmes multi-agents consiste à expliquer ce que serait un système qui vous aiderait à organiser un voyage. Si vous avez envie de faire un voyage et que vous avez une idée assez vague de ce que vous voulez faire, on pourrait imaginer une situation, et on commence à avoir d'ailleurs des outils de ce type, où vous décrivez le moment où vous êtes disponible. Vous voulez partir, je ne sais pas, pendant les vacances de Noël. Vous pouvez expliquer le budget dont vous disposez. Vous pouvez expliquer le type de séjour que vous avez envie de faire. Est-ce que vous êtes plutôt aventureux, plutôt farniente, plutôt culturel, le type de climat, si vous avez plutôt envie d'avoir chaud ou d'avoir froid. Est-ce que vous partez à plusieurs ou tout seul? Est-ce que vous aimez plutôt voyager en avion ou c'est plutôt le train qui vous plaît? Voilà, vous allez pouvoir éventuellement lors d'un dialogue, fournir tout un tas de caractéristiques sur le projet que vous aimeriez que l'on vous aide à organiser. Ce qu'il y a à l'intérieur il ne s'agit pas d'une grosse IA qui serait capable de traiter cette demande-là. Par contre, ce qui existe déjà sur Internet, il existe, vous avez des agences de voyage, vous avez des transports, que ce soit avion, train, bus ou n'importe quoi d'autre, qui ont des sites web. Vous avez d'ailleurs à la limite aussi votre agenda qui est disponible en ligne et qui permet de voir à partir de quel moment vous êtes effectivement libre pour partir. Vous avez des hôtels qui ont leur site web en ligne avec les caractéristiques de confort, le prix, les prestations qu'elles vous mettent à disposition. Bon, tout ça, c'est à la limite, à la base, vous avez des petits programmes tout simples, hyper spécialisés, qui sont capables de traiter un problème donné ou de gérer un type de connaissance particulier. Ça, c'est un agent. Et les systèmes multi-agents, c'est des systèmes qui sont capables de les faire tous interagir entre eux. Mais il faut par exemple résoudre des tas de petites questions locales pour relier tout ça. Si vous prenez un avion qui vous fait arriver dans telle ville, comment vous allez rejoindre l'hôtel qui vous intéresse, qui lui est peut-être dans une autre ville? Donc quels sont les moyens de transport qui permettent de passer de l'un à l'autre? À quel moment allez-vous arriver et repartir pour aller faire telle visite qui ferait partie de votre projet culturel, qui, elle, est gérée par un autre agent. Donc voilà, le principe, c'est plein de petits programmes tout simples,
Mais on veut qu'ils travaillent ensemble, et la grande question, c'est pour qu'ils puissent travailler ensemble, il faut qu'ils puissent avoir un langage commun. Il faut qu'ils puissent être étiquetés de telle manière que ces représentations de services soient compatibles et comparables. Alors, les langages communs sur lesquels on travaille actuellement, ça s'appelle des ontologies. C'est un mot qui a été emprunté à la philosophie, mais qui n'a pas grand-chose en commun, et qui reprend un vaste projet qui a été un projet de bibliothécaire à une époque, mais c'est logique, on est dans la même thématique, de tenter de représenter l'ensemble de la connaissance disponible dans le monde. Il y a eu des grands projets dans les bibliothèques qui visaient à organiser toute la connaissance du monde en développant des classifications universelles. Melvin Dewey, la classification décimale universelle, étaient des grands projets qui visaient à trouver une manière d'organiser toute la connaissance de telle manière que, quel que soit le sujet dont on parle, on puisse savoir avec quel terme et sous quel indice du plan de classement, pour être un peu plus précis, on allait pouvoir le situer. Ben, on est un peu dans le même genre de questionnement avec les ontologies, et si elles ont une vocation universelle, le web sémantique au départ est un projet à vocation universelle, on va avoir pour objectif de trouver comment désigner tous les objets numériques du monde, si je peux dire, les services, les produits, les ressources, avec un langage commun. Les ontologies sont des langages formels, mais qui devraient aussi pouvoir être exploités par des êtres humains. Donc du coup, on se pose des questions de comment étiqueter les concepts, quels termes aller choisir pour les représenter. Mais c'est des questions extrêmement intéressantes parce que, au passage, si on arrivait à inventer des ontologies universelles, tant qu'à faire, on aurait des terminologies multilingues et on passerait donc tout barrage lié au problème de la langue et du multilinguisme et l'ensemble de ce qui est disponible dans l'environnement Internet deviendrait accessible à travers un filtre universel. Il n'y a pas un projet qui s'appelle Babel dans le domaine-là? Si, il y a plein de projets. Est-ce que les thésaurus reprennent ce principe? Les thésaurus sont plutôt des outils documentaires et comme les ontologies qui marchent bien, ça marche toujours bien quand on prend un domaine assez restreint. Et ça reste une constante. C'était déjà ce dont on s'était aperçu avec les systèmes experts. Quand on travaille dans un domaine un petit peu spécialisé, on arrive effectivement à avoir un contexte assez restreint pour que chacun des concepts qu'on manipule reste cohérent d'un usage à l'autre, d'une situation à l'autre. Et on fait des thésaurus qui fonctionnent ou des ontologies qui fonctionnent. Mais il n'y a pas de tentative de faire un thésaurus universel. Je peux vous raconter qu'avec Marc Michalet, qui est un des grands spécialistes de la science-fiction, mais qui est à Lyon, on est voisins, on ne se voit pas souvent, mais un jour on a eu ensemble le projet grandiose de faire par des étudiants de l'ENSIB, l'école des bibliothèques, qui est à Lyon aussi, et qui cherchent régulièrement des sujets de mémoire pour valider le diplôme de conservateur. Il y a des lecteurs évidemment parmi eux, et puis il y a même des gens qui aiment la science-fiction. Et un jour il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant « j'aimerais bien faire un truc sur la science-fiction ». On leur a dit « génial, on va travailler sur un thésaurus de la science-fiction ». Ben, on s'y est cassé les dents, il a fallu réorienter le sujet. La science-fiction en elle-même est déjà un domaine beaucoup trop vaste pour que l'approche... Sur la fantaisie, c'est facile. Je ne suis pas sûre. Peut-être que si tu enlèves la fantaisie urbaine, toutes les formes de fantaisie un peu atypiques... Il faudrait faire des thésaurus de thésaurus, il faudrait faire des thésaurus. Oui, mais alors, caractériser un thésaurus, les métathésaurus, je ne sais pas. C'est un cauchemar de bibliothèque. Bon, alors, revenons à des choses moins cauchemardesques. Donc, pour reprendre la manière dont je vois, moi, actuellement, les recherches autour des thématiques de l'IA, je n'ai pas parlé de science-fiction, là, il faut que j'accélère. On a, d'une part, des gens qui travaillent sur les robots. Vous en avez ici, ils ont fait aussi il y a eu des très belles journées à la Villette,
comment ça s'appelle déjà, à la Cité des Sciences à Paris, où il y a eu une très belle exposition il y a quelques temps. Vous avez des petits robots qui ont une forme humaine ou semi-humaine, ou qui essaient de s'en rapprocher. Et on essaie de les faire se mouvoir dans des environnements réels, plus ou moins compliqués. C'est des problèmes très difficiles. Il faut des capteurs, il faut des tas de mécanismes d'analyse de l'environnement, donc ressentir est-ce que le sol sous les pieds du robot est horizontal, est-ce qu'il y a un escalier par exemple, c'est un cauchemar pour les roboticiens. Mais même une pente, c'est pas facile à gérer. Il faut des capteurs visuels, c'est-à-dire qu'il faut non seulement des caméras, mais des outils de reconnaissance des formes sophistiqués qui soient capables d'analyser l'environnement. Et ensuite, il faut avoir des réactions en plus adaptées à ce qu'il y a autour. On a actuellement des petits robots. Moi, je suis fascinée par la crétinerie de ce que font ces admirables machines si sophistiquées. En gros, maintenant, c'est extraordinaire. On a des machins avec des bras qui sont capables de prendre deux cubes qui sont à un endroit, et quand on lui dit « pose les cubes sur l'autre table », eh bien, ils arrivent à inventer tout seuls la séquence de mouvements qui va leur permettre d'aller chercher le cube et de le poser à côté, et puis après de venir chercher l'autre. Ça semble être un exploit technologique admirable. Je veux bien le croire. C'est vrai que dans le principe, c'est pas forcément spectaculaire, mais c'est tout à fait autre chose que ce qu'on a quand on a des robots d'usine qui ont des mouvements entièrement prédéfinis et préprogrammés. Il y a donc effectivement un vrai pas qui a été franchi, même si on est loin d'avoir des choses admirables. Alors, à une échelle bien moindre, moi je suis surpris de voir à quel point les jouets pour enfants, genre les poupées, les bébés qui se robotisent de plus en plus, sont entre guillemets perfectionnés. Leur gamme de mouvements et de réactions à certaines choses évolue d'année en année apparemment, et de décennie en décennie. Et maintenant on se retrouve avec des poupées, a priori pour les petites filles, qui sont capables de pleurer quand on les nourrit pas, ou c'est des Tamagotchi surévolués maintenant. Ben voilà, c'est le terme que j'allais employer. C'est au Japon effectivement qu'on fait le plus de travaux dans ce domaine. C'est tout à fait intéressant de parler des Tamagotchi. Je pense que c'est une thématique qui intéresse beaucoup le Japon parce que il y a des raisons culturelles. Je crois, il me semble que les animaux de compagnie sont interdits au Japon. Ou en tout cas, je me souviens avoir vu une émission, un reportage sur des lieux dans lesquels on pouvait louer des animaux de compagnie. On pouvait louer un chat pour le week-end, par exemple. Parce qu'avoir un chat à soi dans son appartement, c'était un luxe ou une impossibilité légale, mais ou peut-être que tout simplement la vie des gens qui voulaient avoir ces animaux domestiques était peut-être qu'ils n'avaient pas assez de temps libre pour s'occuper des animaux. Mais visiblement, il y a à la fois des problèmes de solitude, en particulier beaucoup de gens qui sont célibataires jusqu'à des âges assez... C'est pire que ça. Il y a une catégorie qui a été créée, c'est les célibataires à vie. C'est-à-dire que le gouvernement a reconnu que ces célibataires-là, masculins, resteraient célibataires à vie. Oui. Il y a des gros problèmes de solitude, de gens qui sont absolument seuls. Des gens très bien en France aussi. Ça arrive à des gens très bien en France, mais c'est vraiment un problème de société. En France, il y a différents facteurs, mais ça peut être aussi des choix personnels. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pour des raisons professionnelles ou des raisons de lieu de vie aussi. Quand on a une chambre dans un caisson qui fait 3 mètres sur 1 mètre 50, la vie de famille est peu envisageable. Enfin bon, peu importe, on n'est pas là pour parler du Japon, et puis je suis nulle sur le sujet, je dirais des bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse attente sur des robots qui jouent un rôle d'animal de compagnie ou de compagnon. C'est vrai qu'on rêve de compagnons virtuels
ils ne sont pas tous incarnés en 3 dimensions sous forme de créatures palpables, mais on a aussi des travaux avec des compagnons virtuels projetés sur un écran, mais capables d'interaction, de dialogue, qui vous sourient quand vous rentrez le soir, qui vous demandent si vous avez passé une bonne journée, qui ont un minimum de conversation ou d'échange avec vous et qui répondent apparemment à un besoin affectif. Mais ce dont il est question ici dans l'enceinte des Utopiales, les robots qui sont présentés, ils sont argumentés et vendus, j'entends pas au sens économique, j'entends au sens attente sociale. Leur justification ici est plutôt celle d'avoir des robots utiles. Et j'ai entendu déjà, vous avez peut-être suivi, vous ne leur répéterez pas à toutes les horreurs que je dis. Tu sais des qu'on Ce sera robots sur Internet de toute façon. Oh là là. Il y a une justification qui consiste à dire que les robots peuvent rendre des services. Il y a effectivement des gens qui ont besoin d'assistance au quotidien, des personnes âgées, des personnes qui ont des difficultés diverses. Le robot serait un compagnon toujours disponible 24 heures sur 24, pouvant déclencher une alerte médicale, pouvant répondre à un certain nombre de besoins du genre vous avez besoin de téléphoner à quelqu'un, je vais vous mettre tout de suite à disposition l'appareil dont vous avez besoin pour engager le dialogue vidéo ou autre. En fait, on revient très vite à des questions de marketing de la recherche. Il est évident qu'on est encore dans une phase où il y a beaucoup de travaux à faire sur des tas d'aspects liés à la reconnaissance des formes, l'analyse du signal, la compréhension du langage, le développement de la communication avec des êtres humains. Mais c'est ingrat de le vendre sous cette forme.